À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. En Guinée-Bissau, tension politique après le coup d'État. Au Soudan, l'économie à l'agonie 2 ans après le début du conflit. En Ukraine, un nouveau bilan meurtrier près de Kiev. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En Guinée-Bissau, l'instabilité s'accentue après le coup d'État de mercredi, alors que le processus électoral est suspendu et que le président déchu, Umaro Sissoko Embalo, a été exfiltré par la CEDEAO. Un nouvel épisode de violence secoue le pays. Ce samedi, le siège du PAIGC, principal parti d'opposition, a été envahi par des hommes armés. Une situation que le parti qualifie d'atteinte grave à l'état de droit. Extrait France 24. Dans un communiqué officiel publié samedi, le PAIGC affirme que des hommes armés ont envahi le siège national du parti, ont expulsé tout le personnel sur les lieux et forcé les portes de plusieurs bureaux. Situé en plein centre de Bissau et à 2 pas du palais présidentiel, les locaux de ce parti historique de Guinée-Bissau ont été entièrement fouillés et les militants interdits d'accès. Le PAIGC qualifie ces faits de violation manifeste de l'état de droit et estime qu'il s'agit d'une atteinte à l'ordre constitutionnel. Le parti évoque une opération de mise en scène qui vise à les incriminer. On avait déjà les informations dans les dernières semaines. Il y a une tentative d'introduire de l'armement dans le siège du PAIGC de façon à déclencher un procès contre nous. Notre appel, c'est qu'il y ait de bons consensus et que les lois et la constitution de la République de Guinée-Bissau soient observées et que les institutions démocratiques soient rétablies. Les raisons de cette fouille n'ont toujours pas été données par les militaires au pouvoir et selon les dernières informations que nous avons, le principal opposant DSP, Domingos Chimosh Pereira, serait toujours détenu. Samedi, de légers échauffourées ont été signalés en périphérie de Bissau et ce dimanche, le calme est progressivement revenu dans la ville. Les patrouilles militaires, cependant, continuent de circuler dans plusieurs quartiers de la ville. Au Soudan, la crise économique s'accentue jour après jour. Plus de 2 ans après l'éclatement des combats entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, le pays peine toujours à se relever. Inflation galopante, effondrement des services essentiels, population déplacée et marché paralysé. Les conséquences du conflit continuent d'asphyxier l'économie soudanaise, plongeant des millions de personnes dans une précarité extrême. Extrait Africa News. Au Soudan, la situation économique continue de se dégrader, plus de 2 ans après le début du conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide. À Khartoum, la capitale, les usines industrielles et énergétiques sont en ruine. Certains sites proches des habitations contiennent encore des produits chimiques dangereux. Le risque de pollution est élevé pour la population.
Notre usine a été touchée et nous avons perdu le contrôle des matériaux stockés. Les FSR en ont brûlé une grande partie et nous craignons des fuites. Mais il était impossible d'accéder au site pour effectuer des réparations et aucune autorité n'était là pour gérer le site en toute sécurité. Les bâtiments détruits par des explosions ont libéré des matériaux dangereux tels que l'amiante qui peut provoquer des maladies respiratoires chroniques. Dans l'incapacité de se débarrasser des décombres, les habitants sont exposés à des poussières toxiques. La capitale a été occupée par la milice FSR pendant 2 ans. Les établissements de santé ont également été occupés et sont devenus un terrain propice à la propagation des maladies. Cela a empêché toute action visant à lutter contre des pandémies car le pays était en état de guerre. Même le personnel médical a été pris pour cible et tué. Les usines de traitement de l'eau et d'assainissement ont été détruites, rendant les systèmes d'évacuation des déchets inopérants. Les déchets solides s'accumulent désormais dans des zones ouvertes, s'écoulant dans le Nil et augmentant le risque d'épidémie. Je suis tombée malade quelques jours après mon retour chez moi. J'ai la dengue et la fièvre typhoïde. La plupart des membres de ma famille sont malades également. La pollution est partout. Les experts du secteur de la santé appellent à une action urgente. Le Soudan, confronté à des dommages environnementaux, pourrait mettre des années, voire des décennies, pour se remettre de cette catastrophe. Au moins 1 mort et 19 blessés à Vichy-Gorod, frappés par des drones et missiles russes. Des incendies ont éclaté, poussant des centaines d'habitants à évacuer en urgence, rappelant la violence persistante du conflit. Suivez ce extrait tiré d'Euronews. En Ukraine, au moins 1 personne a été tuée et 19 autres blessés lors d'une nouvelle attaque russe de drones et de missiles sur la ville de Vychgorod au nord de Kiev, dans la nuit de samedi à dimanche. Des enfants figurent parmi les blessés. L'attaque, qui a notamment touché un immeuble de 9 étages, a provoqué plusieurs incendies dans la ville, entraînant l'évacuation de centaines d'habitants. Les pompiers ont œuvré toute la nuit pour venir à bout des flammes. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué avoir intercepté 104 des 122 drones lancés par la Russie. Cette attaque alourdit encore le bilan humain des dernières 48 heures en Ukraine. Au moins 5 personnes ont été tuées et 39 autres blessées dans plusieurs régions du pays. Alors que les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les immeubles touchés par l'incendie survenu le mercredi 26 novembre à Tai-Po, un drame ayant fait au moins 151 morts, les autorités de Hong Kong ont procédé à plusieurs arrestations. 13 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur les causes du sinistre. Par ailleurs, un étudiant qui avait appelé à la mise en place d'une enquête indépendante a été arrêté pour sédition. Washington s'agite. La Chambre des représentants et le Sénat ouvrent une enquête sur une double frappe menée en septembre contre un navire soupçonné de trafic de drogue dans les Caraïbes. Selon des révélations de Washington Post, un second tir aurait été ordonné pour éliminer les survivants de la première attaque sur instruction directe du secrétaire américain à la Défense. Une affaire qui relance le débat sur les méthodes employées par les États-Unis dans leur lutte contre le trafic illicite en mer. Suivez cet extrait tiré de France 24. C'est une information embarrassante pour Donald Trump et son administration. Selon le Washington Post et CNN, l'armée américaine a mené le 2 septembre une frappe secondaire sur un navire au large des Caraïbes pour éliminer les 2 survivants de la première frappe alors qu'ils s'accrochaient au bateau en flammes. Un second tir ordonné par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, il aurait demandé à tuer tout le monde, selon la source du Washington Post. Ces révélations ont attiré l'attention du Congrès. Les 2 chambres ont ouvert une enquête. Certains élus parlent de potentiels crimes de guerre. Interrogé ce dimanche, Donald Trump a dit faire confiance à son secrétaire à la Défense. Je ne sais rien à ce sujet, il a dit qu'il n'avait pas dit cela, je le crois à 100%. Vous parlez des 2 hommes, il a dit qu'il ne l'avait pas fait et qu'il n'avait jamais dit cela. Ces frappes étaient les premières d'une longue série menée par les États-Unis sur des bateaux suspectés de transporter de la drogue, principalement au large du Venezuela. Des actions légales pour le département américain de la justice, mais le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme suspecte des exécutions extrajudiciaires, tout comme le Venezuela, qui va ouvrir une commission d'enquête. Nadie
Au XXIe siècle, personne ne peut se permettre d'agir à la fois comme juge et partie et d'exécuter la peine capitale sur une personne sans qu'une procédure régulière ait été respectée. Des révélations qui interviennent dans une escalade de tensions entre Washington et Caracas. Les États-Unis ont déployé un porte-avions au large du Venezuela et menacent de cibler des trafiquants de drogue au sol. Donald Trump affirme avoir téléphoné à Nicolás Maduro ce dimanche, sans révéler la teneur de leur conversation. Pour clôturer cette édition, toujours aux États-Unis, en Floride, les émissaires ukrainiens et Washington poursuivent leurs tractations à Miami pour ajuster le plan de paix proposé par les États-Unis. Si le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, juge les discussions productives, il reconnaît que des efforts restent indispensables pour mettre fin au conflit russo-ukrainien. De son côté, Donald Trump assure qu'il existe désormais de bonnes chances d'aboutir à un accord. Extrait France 24. De 4 heures, les émissaires ukrainiens ont négocié le plan de paix proposé par les Américains, cherchant à le rendre plus favorable. Une réunion difficile mais productive selon les protagonistes, parmi lesquels le secrétaire d'État Marco Rubio. Je pense que nous avons encore progressé aujourd'hui, mais il reste encore du travail. C'est délicat, c'est compliqué. Il y a beaucoup de variables et il y a évidemment une autre partie impliquée. Durant la réunion, les Ukrainiens ont confié ne pas avoir la tâche facile, les Américains cherchant à jouer les médiateurs et non à défendre leur position. Le nouveau chef de la délégation ukrainienne, Roustem Umerov, aura donc dû convaincre de ne pas favoriser la Russie et éviter notamment les concessions de territoire, même si le contenu précis des échanges n'est pas connu. Nous avons abordé toutes les questions importantes pour l'Ukraine et le peuple ukrainien, et les États-Unis se sont montrés très coopératifs. Nous avions déjà eu une réunion fructueuse à Genève, et aujourd'hui, nous avons poursuivi sur cette lancée. À l'issue de la réunion, Donald Trump se félicite des discussions avec les émissaires, mais évoque la démission du chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, accusé de corruption. L'Ukraine a des petits problèmes. Ils ont quelques difficultés. Mais je pense que l'Ukraine aimerait voir la guerre se terminer. Il y a une situation de corruption en cours et ça n'aide pas. Mais je pense qu'il y a une bonne chance de conclure un accord. Volodymyr Zelensky, affaibli par la démission de son bras droit, rencontre Emmanuel Macron à l'Elysée ce lundi. Le soutien des Européens demeure pour lui capital. L'émissaire américain Steve Witkoff se rend quant à lui en Russie, où il doit prolonger les négociations. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain.